Un rosé bien frais, un soir d'été, entre amis. C'est un peu l'image qu'on a tous, non? Mais derrière cette légèreté se cache en réalité l'un des vins les plus anciens, les plus techniques et les plus passionnants à comprendre. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'un vin qu'on croit tous connaître, mais qui mérite qu'on s'y attarde un peu plus, le vin rosé. Bon Marido, on a l'impression que le rosé c'est un peu le vin tendance des apéros d'été. Mais en vrai, ça remonte à quand? Bah écoute, en réalité, le rosé, c'est probablement le tout premier vin de l'histoire. Dès l'Antiquité, en fait, les Grecs et les Romains, ils produisaient des vins très pâles parce que les techniques d'extraction n'étaient pas encore très poussées. Et donc les rouges, à l'époque, ils étaient plutôt rosés. Donc ce n'est pas une invention récente pour faire joli en terrasse quoi. Mais non, pas du tout. Et en France, on retrouve d'ailleurs le mot rosé dans des textes dès le XVIIe siècle, notamment du côté d'Argenteuil, dans la région parisienne. Mais c'est surtout au XXe siècle que le rosé commence à se démarquer avec un vrai style, des techniques dédiées et aujourd'hui une reconnaissance mondiale. Oui, tout à fait. Alors justement, on en parle souvent mais on ne comprend pas toujours bien. Qu'on fait du vin rosé au juste? Alors, très bonne question, parce que ce n'est ni un mélange de rouge et de blanc, comme on peut croire assez régulièrement, ni un rouge pas fini, comme certains pourraient le croire. Donc, je t'explique. Il y a deux grandes méthodes. Il y a celle qu'on appelle le pressurage direct, c'est-à-dire qu'on presse directement des raisins noirs, qui pourrait faire du rouge tout aussi bien, hein. Mais dès la vendange, on les presse directement, comme ça le jus n'est pas en contact avec la peau pendant très longtemps, juste le temps du pressurage. Voilà, et donc on obtient une couleur très pâle, des rosés plutôt frais, comme les rosés de Provence par exemple. Okay. Ils utilisent cette méthode-là pour faire leur rosé. Mais il y a une deuxième méthode qu'on appelle les rosés de saignée, c'est-à-dire qu'on laisse macérer un petit peu, donc on met les raisins rouges dans la cuve un petit moment, en général 24-48 heures maximum, et puis ensuite on sépare les peaux du jus, c'est-à-dire qu'on saigne la cuve, on élimine le jus, comme ça on a une couleur qui est un petit peu plus soutenue, puisque tout le monde sait que la couleur n'est pas dans le jus, mais elle est dans les peaux. Voilà, donc c'est lié au temps de contact des peaux avec le jus. Donc, ça fait un rosé plus coloré et surtout un petit peu plus structuré parce que non seulement il y a de la couleur dans les peaux, mais dans les peaux, il y a aussi des tanins. Donc, si on laisse un petit moment, ça donne une petite structure à ces vins rosés. Ok, donc après, c'est au vigneron de choisir la méthode selon le style de vin qu'il souhaite produire. Bah oui, exactement. Finalement, le pressurage donne des rosés, le pressurage direct donne des rosés vifs et plutôt délicats, et la saignée donne des vins plus intenses et surtout un peu plus vineux. Voilà, c'est pas pour la même utilisation, les mêmes goûts. Et alors, question classique mais essentielle, quelles sont les régions un peu stars du rosé? Bon, alors on en a déjà un petit peu parlé dans l'épisode dédié à la Provence, mais évidemment, comme c'est la majorité de leur production, c'est un peu les champions du rosé. Ils ont un organisme dédié à ça, avec des couleurs précises dans lesquelles il faut absolument rentrer pour avoir l'AOP. C'est finalement très 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 précis, ce fameux nuancier des couleurs des rosés de Provence. Et c'est la référence mondiale, quand on parle de rosé, on pense à la Provence. Et surtout, la Provence produit 40% des rosés français. Donc finalement, c'est énorme avec des appellations qu'on connaît bien comme Côte de Provence, Coteaux d'Aix en Provence ou Bandol, pour les rosés un peu plus chic, on va dire. Mais il y a aussi d'excellents rosés ailleurs. Il suffit d'aller fouiller un peu dans la vallée du Rhône, par exemple. Tavel, qui produit des vins rosés de saignée, donc des vins rosés un peu plus structurés, les Costières de Nîmes, etc. Ça dans la vallée du Rhône, même les Côtes du Rhône rosés, ça existe aussi. Dans la Loire, il y a les rosés d'Anjou, les rosés de Loire, les cabernets d'Anjou, un petit peu légèrement sucrés, même Sancerre rosé, Reuilly rosé, tout ça c'est des appellations qui existent. Et puis dans le Languedoc et même en Corse, à partir du moment où on fait des rosés qualitatifs et que c'est pas un deuxième choix, et bien à partir du moment où on a des cépages rouges, on peut faire des rosés.
Et niveau cépage, justement, qu'est-ce qu'on retrouve dans les rosés? Alors, ça dépend des régions, puisqu'on utilise les cépages qui sont liés aux plantés dans Mm. telle ou telle région. Mais souvent, le grenache qui donne des rosés très fruités, le cinsault, c'est un peu, on l'appelle même le pinot noir du sud, traditionnellement utilisé pour faire du rosé, parce qu'il apporte beaucoup de finesse. La syrah, voilà, quand on la laisse pas trop macérer, ça donne des rosés qui ont une jolie couleur et puis une aromatique assez intéressante. Et puis parfois le Mourvèdre, le Carignan et même le Pinot Noir. Hein. On parlait tout à l'heure de Sancerre en rosé. Ben, le Pinot Noir, c'est un cépage qui est peu coloré, donc il fait des très jolis rosés. Alors en Bourgogne, il y a même une appellation dédiée, la seule appellation communale qui fait des vins rosés, c'est Marsanais. Ok. Voilà. Tu vois, quoi, ça peut être une spécialité aussi et pas un sous-vin inintéressant. Ok, et alors, soyons honnêtes, justement, tout le monde boit du rosé en été, mais est-ce que c'est vraiment un vin juste estival ou... Bon, c'est vrai que le rosé est très associé à l'été. Hein. Nous, on le voit bien à la cave à Paris. Ouais. Dès qu'il y a un petit rayon de soleil, hop là, on nous demande du rosé bien frais. Donc oui, il est associé à l'été, au barbecue, voilà, aux vacances, etc. Mais il ne devrait pas l'être autant. Finalement, parce qu'on peut avoir des rosés de garde. Quand on ouvre un bandol après plusieurs années de garde, je dis pas 20 ans non plus, même si ça peut arriver, mais voilà, le vin a le temps un peu de se poser en bouteille et vraiment de développer ce qu'il a d'intéressant à dire. Mais il y a aussi des rosés plus gastronomiques qui sont vraiment parfaits, je trouve, hein, pour des plats épicés, la cuisine méditerranéenne. Ça peut faire tout un repas intelligemment, pas juste à l'apéro, voire même avec certains fromages, ou même, et ça j'adore le proposer à Noël, donc totalement hors de la saison estivale, sur du saumon par exemple, du saumon fumé. Non seulement c'est un accord de couleur magnifique, mais ça va très bien avec, et à n'importe quel moment de l'année avec des sushis. Le saumon frais ou cru dans l'occurrence, on peut le retrouver toute l'année et ça va très bien avec les sushis. Ok, donc à noter. Donc on peut en boire toute l'année à condition de bien le choisir, si je comprends bien. Bah oui, parce qu'en fait, il y a autant de styles de rosé que de types de buveurs. C'est exactement ça. Bon, et si on faisait un petit détour côté pétillant, on entend souvent aussi parler de champagne rosé. C'est quoi la différence? Alors, champagne rosé, c'est un peu une exception. C'est un peu une exception parce que c'est le seul vin de France qui a le droit d'assembler du vin blanc et du vin rouge. Hein, parce qu'ailleurs, c'est vraiment super interdit, c'est même de la triche, en tout cas en AOP. Hein, même si, autre petite exception, dans les vins rosés de Provence, on a le droit de mettre des raisins blancs. Le Rolle, qui est vraiment un cépage qu'on trouve beaucoup en Provence, on l'ajoute avec les cépages rouges et c'est ça qui donne aussi cette couleur très peu colorée, qui renforce encore le côté pâle voilà, des vins de Provence. Mais pour revenir au champagne, on peut aussi faire du champagne rosé de saignée, comme pour les rosés tranquilles. Donc en champagne, on utilise les deux méthodes. Soit on ajoute du vin rouge, mais produit en champagne quand même, hein, c'est pas n'importe quel vin rouge dans une base, dans un vin de base blanc, ça donne, et on peut ajuster la couleur comme ça, hein. Il peut y avoir jusqu'à à peu près 15% de vin rouge dans du blanc avant la prise de mousse, et aussi du champagne rosé de saignée. Le pinot noir, le meunier se prêtent tout à fait à ce type de rosé en champagne. Et au niveau du goût, ça donne quoi Bon alors ça donne en général plus de gourmandise, plus de fruits rouges et un petit peu plus vineux finalement. Donc il peut être parfait pour un repas complet ou un apéritif un peu chic. Ok. Bon, et bien un point un peu plus négatif par contre, on ne va pas se mentir, il y a aussi des gens qui disent que le rosé c'est pas du vrai vin. Qu'est-ce que tu leur réponds? Je leur dis qu'ils ont probablement goûté le mauvais rosé parce que il y en a, hein, il y en a vraiment les rosés un peu produits de manière industrielle. Faut avouer, franchement, ça n'a pas. Mais c'est pareil pour les autres couleurs. Hein. C'est pas intéressant. Il n'y a pas d'âme derrière. Il n'y a pas le petit truc en plus qu'on trouve dans les vins artisanaux, hein, forcément. Vu des vins industriels, sucrés, aromatisés. Bon, au secours, tu vois, c'est pas du tout le genre de vin que j'aime raconter, hein, ni même proposer et suggérer, hein. Mais aujourd'hui on trouve vraiment des rosés de terroir qui sont vinifiés avec autant de soin que les rouges et les blancs, bien sûr.
Et d'ailleurs, en parlant de ça, ce mois-ci, on a une petite surprise pour nos abonnés, il me semble. Mais oui, évidemment, et ça c'est tous les mois de juin chez 3x20. Les 2 vins blancs habituellement dans les box sont remplacés par 2 vins rosés. Voilà, et vous allez être surpris parce que ce sont 2 vins extraordinaires. L'été arrive et c'était l'occasion parfaite pour vous présenter. Voilà, vous verrez. Enfin, vous verrez. Ceux qui ont la chance d'être abonnés verront ces 2 pépites à découvrir très très bientôt dans vos box. Et si ça peut vous faire changer d'avis sur le rosé, on aura tout gagné. Eh ben oui, c'est exactement ça. Alors, grâce à cet épisode, on l'aura compris, le rosé c'est plus qu'un vin de plage, c'est une couleur, une technique, une histoire et surtout un style à part entière à découvrir toute l'année et pas seulement en été. On se retrouve la semaine prochaine pour parler cette fois des vins de soif. Est-ce que c'est vraiment péjoratif? Y en a-t-il dans toutes les régions? On vous expliquera tout. Et en attendant, retrouvez tous nos contenus sur nos autres réseaux, Instagram, Facebook, YouTube et Pinterest. Et pour passer à la dégustation, on vous donne rendez-vous sur notre site 3x20.com.